Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je me présente, je suis Elfaniel Falcos, conseillère à l'expérience membre chez Genium 360. Un grand merci à vous tous d'être connectés avec nous ce midi pour assister au webinaire de notre partenaire Reprenariat Québec, anciennement connu sous le nom de Centre de transfert d'entreprises du Québec, le CETEC. La conférence d'aujourd'hui va vous aider à mettre toutes les chances de votre côté pour réaliser votre projet d'achat ou de vente d'entreprise. La présentation va durer environ 45 minutes et elle sera suivie d'une période de questions. Je vous invite donc tout au long de la présentation à mettre vos questions dans le module Q&A qui se situe en bas de votre écran dans Zoom. On posera les questions les plus populaires à notre conférencier à la fin de la présentation. Au nom de Gélium 360, je tiens à remercier notre partenaire Reprenariat Québec pour ce webinaire. Sans plus attendre, je cède la parole à Mathieu Labrec, conseiller en transfert d'entreprise du Québec chez Reprenariat Québec. Bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, je me présente en fait de Reprenariat Québec. Je suis expert en transfert d'entreprise. J'accompagne des clients de plus de 2 millions maintenant. Donc, on a développé une expertise. Moi, j'ai un background qui est en finance, comptabilité. Je vais être votre présentateur aujourd'hui. Et puis, j'ai mon collègue aussi qui m'accompagne, Luc Malo, qui est expert aussi en transfert d'entreprise et qui est spécialisé dans le reprenariat collectif. Il va assister aussi avec nous à la présentation, mais aussi avec la période de questions. Donc, il va pouvoir aussi bien répondre à vos questions. Donc, sans plus attendre, je vais partager mon écran. Donc, juste m'assurer. Donc, voici. Donc, d'abord, on va regarder un petit peu l'objectif du webinaire. Donc, on a vraiment créé un webinaire pour vous qui est un peu comme une formation aussi, qui a été adapté en fonction de votre type de personnalité, ingénieur, et ainsi que vos compétences, tout ça. Donc, on a vraiment adapté le sujet, puis ça va être intéressant. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être vraiment de sensibiliser les ingénieurs, que ce soit des acheteurs, que ce soit des vendeurs, que ce soit des gens qui vivent dans les entreprises, qui vont vivre un transfert, peut-être un changement de propriété aussi de son employeur. Donc, de comprendre un petit peu plus le processus, comprendre aussi les impacts puis les théories sous-jacentes. On va regarder aussi des théories financières, fiscales aussi, des concepts de base pour vraiment comprendre la théorie vraiment en amont de pourquoi les concepts de transfert d'entreprise s'appliquent. Puis, ça va être assez intéressant. Je l'ai adapté aussi pour un contexte d'ingénieur parce que vous êtes beaucoup visuel, vous avez besoin de tableaux, puis de regarder aussi des données. On va aussi identifier principalement les risques d'un transfert d'entreprise, puis on va comprendre un petit peu c'est quoi les méthodes pour atténuer ces risques-là. Puis vous avez des outils comme vous êtes souvent dans l'optimisation, donc la réduction de risque aussi également. On va aussi décrire les incidences humaines qui sont très importantes, juridiques, fiscales aussi du transfert d'entreprise. On va vraiment faire un tour 360. On va accorder plus d'importance un petit peu au contexte du repreneur, mais on va quand même aussi se mettre dans la peau aussi du vendeur. Donc, on va vraiment aller dans les deux côtés. Donc, aujourd'hui, si on regarde un petit peu ce qu'on va faire, donc on va d'abord présenter Reprenariat Québec. Donc, on a changé de nom, mais notre mission est la même, elle est juste renforcée par le gouvernement du Québec. On va regarder les théories du transfert d'entreprise vraiment sous-jacentes. Vous allez voir, c'est assez pertinent, intéressant. Ça va aussi vous rester là, pour d'autres sujets, que ce soit la finance, la fiscalité. Donc, vous allez pouvoir l'avoir comme outil là, par la suite. Les éléments clés aussi pour les cédants et les repreneurs, donc ce qui est le plus pertinent. Et on va faire une période de questions, comme on l'a dit, de 15 minutes pour répondre vraiment à toutes vos questions de façon précise. On est deux experts, donc on est capable de répondre concrètement là, à vos questions. Donc, d'abord, on va commencer par Reprenariat Québec. Donc, on va regarder un petit peu notre organisation. Donc, on s'appelait le Centre de transfert d'entreprise du Québec. On existe depuis 10 ans. Et là, cette année, on a décidé de changer de nom pour avoir un nom qui a plus d'impact et puis qui est là un petit peu plus avec... c'est plus facile de comprendre là, notre mission directement. Donc, d'abord, nous, on est un organisme de développement économique
qui a été mise en place par le gouvernement du Québec. Donc, on a un mandat vraiment provincial et on est là vraiment au niveau économique pour essayer de faire vraiment une différence, que ce soit de conservation d'emplois, conservation de PIB, conservation d'entreprises, du tissu entrepreneurial et aussi maintien aussi là, donc des sièges sociaux là, au Québec. On a aussi une présence qui est régionale. On a vraiment des experts qui sont partout au Québec. On a des gens qui sont au Bas-Saint-Laurent, par exemple. Il y en a qui sont en Abitibi, puis même à Gatineau, Outaouais. Donc, notre mission principale, c'est vraiment la pérennité des entreprises. Notre but, c'est que l'entreprise continue. Peut-être qu'elle va continuer sous une autre forme, mais que la base, l'expertise, que ce soit la réponse qu'elle va donner à ses clients en termes de qualité de produit, ben, va se maintenir, cette expertise-là, dans le temps au Québec. Donc, c'est sûr que nous, notre mission aussi principale qu'on offre à nos clients, c'est vraiment d'obtenir les meilleures chances de succès pour acheter ou vendre une entreprise. Donc, on a vraiment un service conseil, que ce soit l'accompagnement qu'on fait pour les aider, que ce soit la vente ou l'achat d'entreprise. On a aussi une plateforme qu'on a développée qui est vraiment là pour faire des maillages, c'est-à-dire trouver des entreprises à vendre, trouver des acheteurs potentiels. Donc, on a quand même une belle plateforme qu'on va voir un petit peu plus tard, mais c'est vraiment pour se présenter. On ne focusera pas sur ça aujourd'hui. On a aussi un réseau qui est très important. Donc, notre réseau d'experts, c'est vraiment partout au Québec, comptable fiscaliste, qu'on va voir aussi un peu c'est qui tourne autour de la transaction. Puis, comme on fait aujourd'hui, on fait des petites formations, des webinaires de façon pour sensibiliser les gens principalement. Donc, d'abord, si on regarde au niveau statistique, on a quand même des données. On a un organisme qui s'occupe aussi de faire des données statistiques. On a un professeur d'université à l'UQTR, là, à Trois-Rivières, qui s'occupe de faire des données statistiques pour vraiment comprendre le contexte économique au niveau du transfert d'entreprise. Si on regarde rapidement, on peut voir qu'il y a plusieurs emplois qui sont en jeu dans le transfert d'entreprise, plusieurs qui ont été préservés grâce à l'impact de notre organisation. On peut voir aussi quand même qu'il y a une tendance depuis 2021 qui est quand même assez importante. Le transfert d'entreprise est à la hausse. Il y a des départs à la retraite comme il y a un vieillissement de population. Et puis, il y a un impact important dans notre travail. Le taux de survie aussi des entreprises, donc quand il y a un transfert d'entreprise, un changement de propriété, on peut voir que quand même 80 à 87 là, en moyenne qui vont survivre après 5 ans puis qui auront une pérennité dans le temps. Donc, c'est très bon, puis qui est beaucoup en haut là, de la création d'entreprise. La création d'entreprise, vraiment le démarrage d'une entreprise, c'est beaucoup plus risqué que l'achat d'une entreprise, par exemple. On a aussi fait des études sur c'est qui nos repreneurs. Donc, on voit que c'est quand même plus les jeunes. Puis, il y a quand même une force aussi auprès des immigrants investisseurs qui veulent arriver puis se démarquer aussi dans le contexte de la compétition au travail. On a aussi des indicateurs en termes de reprenariat. Donc, on peut voir ici que plus de 55 ans et plus, on parle de plus de 35 de la population maintenant au Québec. Donc, c'est quand même un facteur important qui motive les gens à vouloir vendre leur entreprise. On a des intentions de transfert qui augmentent. Donc, il y aurait plus de 50 000 entreprises qui s'y pensent vendre dans les prochaines années. On peut dire environ les 5 prochaines années. Donc, les intentions de transfert sont ils peuvent être vraiment de vouloir vendre ou avoir vraiment une intention formelle. Et puis, ça peut se traduire aussi par des intentions de vouloir fermer si on ne trouve pas de relève pour l'entreprise. Donc, nous, notre rôle, c'est d'essayer de trouver aussi de la relève, puis d'essayer de travailler en amont pour vraiment faire un plan afin que cette entreprise-là puisse se vendre et non pas qu'elle ferme. Il y a aussi un constat qu'on a quand même réalisé, c'est que la plupart des entrepreneurs, ils n'ont pas de plan de relève, ne sont pas préparés. Donc, il y a vraiment un besoin de préparation, ce que l'on fait nous présentement. C'est quand même assez intéressant. Si on regarde aussi les types de transferts, d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de transferts. Nous, on accompagne dans tous les types. Comme on parle précédemment, là, la reprise collective, c'est vraiment la force de Luc Malo, mais on en fait vraiment partout au Québec aussi. C'est quand même plus rare.
Qu'est-ce que ça veut dire, la reprise collective? C'est vraiment un rachat d'une entreprise via les employés, que ce soit les employés, que ce soit les clients ou les fournisseurs, ils peuvent se regrouper ensemble et former soit une coopérative ou former un OBNL qui peut reprendre l'entreprise. Donc, c'est des contextes qu'on voit peut-être entre 1 à 2 des transactions, mais c'est de plus en plus en vogue parce qu'il y a un impact important quand il y a un groupe d'employés qui se réunissent ensemble avec des compétences clés, avec un savoir puis une détermination, puis qui se mettent ensemble. Il y a un impact financier aussi qu'ils peuvent aller chercher en termes, en termes d'acquisition. Ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est clairement le transfert externe. Ça représente au moins environ 70 des transferts que nous, on fait dans notre organisation. Donc, c'est vraiment de vendre à une personne qui est inconnue, que ce soit via une plateforme, via un affichage confidentiel, que ce soit dans des approches qu'on va faire, donc, puis que le cédant aussi va faire. On a aussi le transfert interne, donc à l'intérieur de l'entreprise, c'est-à-dire que ce soit un employé, que ce soit une personne comme vous, exemple, qui est ingénieur, qui est là depuis longtemps, qui a des compétences clés, qui a un intérêt. Donc, ça, on en voit quand même assez régulièrement aussi. Donc, peut-être 20 des transactions qui sont dans ce style-là. Donc, souvent, ça va être soit familial ou MBO. MBO, c'est vraiment les employés qui rachètent. Familial, c'est quand même assez facile de le constater. C'est des transferts qui sont complètement différents. Souvent, c'est des choses qui sont plus progressives parce que les moyens financiers ne sont pas toujours là. Puis il y a aussi des contextes de transition, surtout dans le contexte familial. Il y a beaucoup d'enjeux humains, donc on va le voir un petit peu plus tard, mais on peut voir quand même que c'est des transactions qui se font souvent à un espace plus long. Souvent, le transfert externe, ça peut être une transaction de 1 à 2 ans, par exemple. Mais le transfert à l'interne, ça peut aller là, vraiment jusqu'à 5 ans et plus, dépendamment là, de la préparation, puis le besoin là, au niveau de la famille. On a aussi des transferts mixtes. Transfert mixte, c'est juste une combinaison de plusieurs. Il y a aussi des fusions-acquisitions. Donc, la fusion-acquisition, c'est vraiment une entreprise qui rachète une autre entreprise, que ce soit une intégration verticale en amont ou en aval, c'est-à-dire soit que ce soit un fournisseur, que ce soit un client qui rachète, ou ça peut se faire de façon horizontale, que ce soit un compétiteur, par exemple. Donc, ça, c'est toutes des choses que l'on voit dans notre pratique. Mais généralement, ce qu'on voit le plus, c'est le transfert externe par un individu qui veut acheter une entreprise. Donc, la plateforme que je parlais précédemment, c'est vraiment l'index, qui est une plateforme qui peut mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Donc, on a plus de 300 entreprises qui sont affichées présentement. Et puis, on a plus de 800 profils de personnes qui sont repreneurs, donc qui consultent là, assez quotidiennement la plateforme pour entrer en contact avec des cédants, par exemple. On a une plateforme, cette plateforme-là, elle est vraiment confidentielle. Donc, on s'assure quand même que ces données-là sont protégées. On s'assure aussi que les noms des entreprises ne sont pas dévoilés, sauf si le client est d'accord. Les noms des repreneurs non plus. Donc, on ne peut pas vraiment identifier toujours l'entreprise. Donc, elle reste quand même dans un contexte de confidentialité. Pourquoi la confidentialité? Parce que souvent, les vendeurs d'entreprise ne veulent pas nécessairement que les employés soient au courant qu'ils pensent vendre. Souvent aussi, ça peut être avec des contrats d'exclusivité avec les fournisseurs ou les clients ne veulent pas non plus. Donc, ça se sache, puis qu'il y a des rumeurs qui partent par la suite. Donc, c'est pour ça qu'on y va souvent en mode confidentialité. Donc, on a vraiment un module de maillage qui permet maintenant aussi, dans certains types de transactions, des échanges là, via cette plateforme-là, que ce soit un genre de petit chat qui peut se faire aussi là, si c'est des petites entreprises. Sinon, on passe vraiment avec le service que nous, on offre, qui est des entreprises de 2 millions et plus. Donc, on accompagne vraiment on guide vraiment beaucoup, même les négociations, etc. Donc, si on regarde un petit peu plus loin au niveau des théories du transfert, donc, on va voir vraiment la base des théories qui fait qu'on peut expliquer, par exemple, les méthodes de travail qu'on utilise. Donc, si on commence, c'est une relation qui est quand même importante. Souvent, si on l'apprend en finance dans des cours assez de base, mais quand même, c'est très pertinent parce que ça peut être utilisé dans tous les domaines financiers, puis même dans d'autres domaines aussi.
Donc, vous connaissez probablement cette relation-là entre le risque et le rendement. Donc, on a le rendement ici, puis le risque. Donc, cette relation-là, on a constaté, ça c'est les mathématiques du temps, là, qui ont constaté que ce n'était pas linéaire. C'était vraiment, la courbe ressemblait un petit peu plus à ici. Donc, plus on prend de risques, ben, moins on augmente nécessairement le rendement par rapport au ratio entre le rendement et le risque. Donc, on peut vraiment étirer notre risque là, énormément sans pour autant augmenter le rendement de façon substantielle. Mais généralement, quand même, ça suit une courbe qui est assez linéaire au départ, donc qui est assez intéressante là, pour vraiment que le rendement soit augmenté en fonction du risque qui est établi. Donc, si on regarde ici, en fait, on peut voir le taux sans risque. Le taux sans risque, c'est généralement un taux qui est en partie déterminé par le taux directeur, c'est-à-dire, par exemple, ici, le taux directeur de la Banque du Canada. C'est le taux de base. C'est quoi le placement, par exemple, vous faites un placement sur un an, c'est quoi le rendement que vous allez avoir présentement sur une obligation, par exemple, d'État ou que ce soit un bon du Trésor, donc un titre qui n'a vraiment pas beaucoup de risques. Donc, on parle souvent un rendement, dépendamment du taux d'intérêt, entre 1 et 3 Ça peut être plus beau aussi que 1 mais c'est vraiment selon le taux directeur. C'est sûr que si le taux d'intérêt augmente, bien, on peut constater que la courbe va changer d'inclinaison. Quand il y a une baisse de taux d'intérêt, vous voyez, on pourrait descendre cette courbe-là. Il y aurait vraiment une tendance qui est plus haussière au départ, ce qui fait que ça donne un intérêt pour les gens d'investir dans des classes d'actifs plus risquées. Donc, si on regarde les prochaines classes d'actifs, souvent, c'est cet ordre-là. C'est sûr que ça dépend toujours de la qualité du titre que vous avez aussi. Il y a beaucoup d'autres fonctions. Par exemple, le marché obligataire, que ce soit les obligations d'État, qui sont souvent plus dans le moins risqué, moins de rendement, ou que ce soit des obligations qu'on appelle corporatives, donc ce soit des entreprises qui ont une dette là, directement. Donc, ça, souvent, ça va plus se rapprocher du 6 de rendement. Fait que souvent, 2 à 6 de rendement. On a l'immobilier. Donc, l'immobilier, vous êtes probablement déjà dans ce marché-là, beaucoup pour plusieurs. Donc, vous savez que les rendements, souvent, ça varie en fonction de 6 à 10 C'est sûr qu'il y a un effet de levier, fait que l'effet de levier n'est pas pris en considération là-dedans, mais vous savez que effectivement, c'est quand même pas une classe d'actifs énormément risquée, mais c'est quand même plus risqué que des obligations. Vous voyez aussi par la suite les actions qui sont en bourse. Fait que généralement, si on regarde les rendements passés, que ce soit la base historique du S&P 500, par exemple, aux États-Unis, on parle de rendement moyen annuel de 8 à 12 Fait qu'on a vraiment un risque qui est plus important dans ce cadre-là. Donc c'est ça. Si on veut vraiment aller dans un marché qui est encore plus performant que la bourse pour une moyenne, dans le fond, puis qui met à profit votre expertise, ben, c'est vraiment l'achat d'entreprise. L'achat d'entreprise, c'est les mêmes fonctions principales que des actions en bourse, parce que c'est des actions que vous allez aussi avoir si vous faites une transaction de type action. Puis, en même temps, ça a quand même des conditions financières qui se ressemblent. Cependant, c'est nettement plus risqué, mais c'est nettement plus profitable. Souvent, on voit que les rendements là, dans le cadre transactionnel tournent autour de 20 à 33 C'est une moyenne qu'on a présentement. C'est toujours variable en fonction des taux d'intérêt, en fonction du risque de marché, en fonction du secteur, ça c'est clair. Mais souvent, 20 à 33 annuel de rendement sur l'investissement que vous allez faire. C'est sûr que ça comprend quand même des effets de levier aussi, des choses comme ça, mais moins les paiements là, en termes d'intérêt, etc. Donc, souvent, quand on calcule ce ROI-là, le Return on Investment, on parle vraiment de l'indicateur principal qui est la rentabilité. Donc, le BAYA. Le BAYA, c'est un indicateur, dans le fond, de bénéfice net qui est ajouté. C'est un bénéfice avant impôt, intérêt et amortissement. Donc, c'est vraiment un calcul que nous, on utilise pour indicateur de performance sur l'entreprise. Donc, souvent, on parle en termes de multiples quand on achète une entreprise. On dit 3 à 5 fois le BAYA. Mais si on fait un calcul, on peut constater que 5 fois le BAYA, bien, ça représente un rendement environ de 20 Puis, si vous payez l'entreprise moins cher, 3 fois le BAYA, bien, on parle d'un ratio de rendement qui est beaucoup plus intéressant. Cependant, c'est toujours en fonction du risque.
c'est toujours en fonction de la classe d'actifs qui est transigée. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir des transactions qui sont moins chères, mais c'est parce qu'il y a quand même des raisons pour ça. Donc, c'est un petit peu ça. On va considérer vraiment le risque dans cette présentation-ci. On va regarder vraiment tous les éléments qui catégorisent le risque. Parce que le but, finalement, c'est d'augmenter votre rendement par rapport au risque. Le but, ça serait de tenir votre courbe dans cette aire-là ici, donc de maximiser votre rendement et de minimiser le risque. Comme vous êtes ingénieur, ben, c'est sûr que d'optimiser, de minimiser le risque, ça serait votre plus grande force. Et c'est pour ça qu'on va vraiment focuser sur ça aujourd'hui. Donc, le risque, en fait, il y a trois types de risques principaux. Donc, on a le risque qu'on appelle le risque systématique. C'est un risque de marché, que ce soit la variation de taux d'intérêt, que ce soit l'économie, la politique avec Donald Trump, par exemple, que ce soit les taux de change, etc. C'est des éléments qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Donc, c'est des facteurs externes, c'est des facteurs qui ne sont pas nécessairement contrôlables pour l'entreprise, qui ont peu, dans le fond, d'influence, que l'entreprise a peu d'influence sur ces risques-là. Cependant, ces risques-là ont quand même un impact principal sur l'entreprise, sur les secteurs. Donc, il va faire varier aussi les prix des entreprises, va faire varier aussi les taux d'intérêt, le risque par rapport à l'entreprise. Donc, on peut voir ici les éléments. Vous avez peut-être appris dans un cours de base de gestion, on parle du PESTEL, donc tous les éléments qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Donc, ça, c'est tous des éléments qui peuvent faire varier la valeur de l'entreprise puis le risque systématique. On a aussi le risque spécifique. Le risque spécifique, c'est vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui plus en profondeur parce qu'on peut le contrôler, on peut l'optimiser, on peut le minimiser. C'est ça qui va faire vraiment la différence quand on a une transaction. Comment on peut augmenter notre rendement et diminuer notre risque, donc le ratio finalement de performance. Comment on peut le maximiser? Mais c'est vraiment avec cet élément-là. Que ce soit la gestion des employés, qui est quand même capital. Les compétences qu'ils ont, que ce soit le risque en termes de négociation salariale, est-ce qu'il y a un syndicat, etc. C'est un risque spécifique à l'entreprise. La productivité, donc ça, c'est souvent ce que vous travaillez. Donc, est-ce que l'entreprise est productive? Est-ce qu'il y a des investissements qui sont faits? Est-ce qu'il y a une numérisation des procédés? Y a-t-il des choses, des normes qui ont été mises en place pour le fonctionnement, etc.? Les fournisseurs. Donc, est-ce qu'il y a des contrats avec les fournisseurs? Est-ce qu'il y a des choses qui permettent à l'entreprise d'avoir un succès, un monopole, par exemple, sur certains types de produits? Est-ce qu'il y a des problèmes sur la chaîne d'approvisionnement, etc.? Donc, toutes des gestions de stockage, gestion d'inventaire, gestion d'utilisation, puis des travaux en cours, par exemple. On a aussi les clients, donc comment la qualité avec les clients, la relation, puis est-ce que c'est récurrent? Donc, c'est tous des éléments clés. La gestion, bien entendu, la réputation de l'entreprise, puis tous l'environnement finalement qui est à l'interne de l'entreprise. Souvent, dans les cours de base d'administration, on parle du FFOM, force, faiblesse, occasion, menace. Donc, c'est tous les facteurs internes. C'est quoi les forces d'entreprise, c'est quoi les choses qu'elle doit travailler, c'est quoi les opportunités dans le futur, puis c'est quoi les risques aussi. On a aussi les risques transactionnels. Ça, on va en parler aussi un petit peu. On parle vraiment du risque de faire la transaction. Si vous faites une transaction à la bourse, par exemple, vous achetez une action, le risque transactionnel est très faible. Le risque, c'est seulement que la plateforme, il y a une erreur dans la plateforme, qu'il y ait un délai dans la transaction, que ça n'arrive pas au prix que vous avez déterminé ou que vous vouliez avoir au départ. Donc, ce sont des risques vraiment reliés à la transaction et non pas à l'entreprise directement. Mais dans le contexte d'un transfert d'entreprise, le risque transactionnel est quand même important parce que, il y a une relation avec le vendeur qui est à maintenir. Il y a des éléments de négociation. Il y a vraiment un risque, que ce soit la réputation de l'entreprise, que ce soit l'historique légal de l'entreprise. Donc, il y a vraiment tout ça qui doit être aussi regardé quand on veut acheter ou qu'on veut vendre aussi une entreprise. Donc, on va aller vraiment plus sur le risque spécifique d'abord. Donc, le risque spécifique, c'est comme on disait, c'est les risques qu'on peut atténuer, qu'on peut faire évoluer. Donc, si on regarde ici, simplement des petites images, mais pour vous imaginer les choses qu'on peut mettre en place pour atténuer ces risques-là.
Donc, l'intelligence artificielle, ça vous en parlez probablement tous les jours. Donc, comment on peut implanter ça dans une entreprise? Comment on peut s'assurer qu'elle est performante, faire économiser les salaires et diminuer les risques au niveau de dépendance avec des employés ou dépendance avec certaines procédures qui ne sont pas efficaces. Aussi, un plan d'action, donc de faire un plan d'action pour l'entreprise, que ce soit un plan d'affaires, que ce soit une vision stratégique, que ce soit une structure pour vraiment se faire des objectifs qu'on dit souvent en gestion, on dit souvent les objectifs SMART. Donc, ça, c'est une bonne façon aussi d'atténuer les risques et de les identifier. Les contrats, que ce soit avec les clients, que ce soit avec les fournisseurs, puis les employés aussi. Donc, de faire des contrats qui sont solides, des contrats qui vont s'assurer de diminuer le risque et qui vont assurer une prévisibilité pour l'entreprise là, en termes dans le futur. On a aussi une présence, donc que ce soit une présence en ligne, que ce soit une présence vraiment avec un site web transactionnel, etc. Souvent, c'est des choses à apporter dans une entreprise. Il faut savoir que les cédants, souvent, sont plus âgés, donc il y a quand même un besoin souvent à ce niveau-là aussi. On a aussi de construire une équipe qui est gagnante, que ce soit un comité de direction, une implication d'employés clés, que ce soit la communication aussi entre les différents départements. Donc, comment on peut faire une équipe qui est gagnante, qui va être payante aussi. On a aussi mise en place de CRM, ça vous êtes beaucoup là-dedans, je suis sûr aussi, que ce soit les suites là, CRM, ERP, etc. Donc, comment on peut intégrer un système pour réunir l'ensemble des départements de l'entreprise, puis de faire des suivis de performance avec le plan qu'on a établi. Par la suite, on a aussi une présence des réseaux sociaux. On le voit de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui sont influenceurs, qui vont être influenceurs au nom de l'entreprise. Donc, on peut penser à Salvatore, on peut penser à Luc Poirier, à d'autres personnalités connues maintenant. Donc, il y a une présence réputationnelle qui est importante. On a aussi tout ce qui est robotisation, que ce soit le développement là, avec l'optimisation, c'est ce que vous avez principalement aussi étudié. Donc, ça, c'est vraiment un facteur clé aussi de succès pour diminuer le risque en faisant vraiment baisser peut-être les marges au niveau des coûts. Peut-être aussi d'augmenter la productivité, la production globale aussi pour répondre à la demande. Donc, ça, c'est toutes des façons d'avoir une performance. On parle aussi des risques transactionnels, comme je vous disais. Donc, c'est quoi les risques transactionnels, puis c'est quoi les façons, les solutions qu'on peut prendre pour atténuer ces risques-là. Nous, on travaille beaucoup au Centre de transfert d'entreprise, puis le Reprenariat Québec maintenant, excusez-moi, on parle beaucoup des solutions pour atténuer ces risques-là. On est vraiment dans le transfert d'entreprise, donc on est vraiment dans la portion de transaction. Je peux vous donner des pistes au niveau des risques là, systématiques et spécifiques, mais par contre, on est vraiment une spécialisation dans ces risques-là. Donc, par exemple, d'abord, un des risques principaux, c'est que les gens ne sont pas préparés, que ce soit le repreneur ou le cédant, ils veulent acheter une entreprise, ils veulent faire une transaction, mais il n'y a pas vraiment de plan, il n'y a pas vraiment, ils n'ont pas étudié sur le sujet, ils n'en ont pas vraiment, ils n'ont pas préparé là, aucun élément. Donc, c'est là qui est important comme solution de faire affaire avec un expert, s'éduquer sur le sujet, puis de se préparer tranquillement. Si vous avez un intérêt, bien, continuez d'apprendre sur ça. Si vous avez un intérêt dans l'immobilier, bien, vous avez déjà probablement été étudié là-dedans, mais c'est la même chose pour une transaction d'entreprise. Il faut s'éduquer. Environnement interne, bien, c'est sûr qu'il faut d'abord essayer de la comprendre, parce que quand on est à l'externe, qu'on veut acheter une entreprise, ou qu'on est même à l'interne en tant qu'employé, on n'a pas une vue 360 de c'est quoi exactement l'entreprise, la façon qu'elle fonctionne, les stratégies, etc. Donc, pour pouvoir bien l'analyser, il faut la comprendre. Souvent, je dis aux gens, ben, peut-être vous pourriez faire un stage, peut-être vous pourriez ou sinon aller prendre premièrement un emploi à cet emplacement-là, peut-être vous informer, peut-être entendre un petit peu parler des rumeurs sur cette entreprise-là, du secteur d'activité, s'informer auprès de certains employés, etc., pour avoir une image qui est un petit peu différente. Parce que le cédant va quand même avoir une posture de se présenter vraiment de façon positive de l'entreprise. Mais lorsque vous allez vraiment réellement à l'entreprise, vous allez identifier c'est quoi les points qui sont plus problématiques, c'est quoi les points qui peuvent vraiment poser, dans le fond, de problèmes là,
les risques spécifiques. Négociation. Donc, ça, c'est important que ce soit fait de façon transparente avec souvent des intermédiaires. Quand on parle du prix, donc valorisation de l'entreprise, extrêmement important. Donc, faire évaluer, comparer, analyser, sans nécessairement porter un jugement dès le départ. Le rôle aussi est la transition au niveau du cédant. Donc, qu'est-ce que le cédant va faire? Comment il va faire pour transmettre la compétence qu'il a? Comment il va faire pour vous apprendre, dans le fond, comment opérer l'entreprise? C'est quoi les tâches qu'il va avoir? Puis c'est comment qu'il va faire pour sortir? Est-ce qu'il y a un salaire, pas de salaire? C'est quoi la durée, etc. C'est ce qu'on aide aussi à penser. Les incidences humaines. Donc, ça, c'est quand même un facteur qui est souvent sous-estimé, qui est très important aussi. Donc, il faut essayer d'être empathique envers l'autre. Quand on est acheteur versus un vendeur, on a carrément une opposition dans nos intérêts. Un veut payer le moins cher, l'autre veut avoir le mieux, puis un qui veut partir rapidement, un qui veut s'intégrer. Donc, tout dépendamment de leurs besoins de chacun, il faut être empathique puis se mettre un petit peu dans la place de l'autre. Souvent, c'est une façon gagnante pour comprendre puis d'établir un respect entre les deux. Il faut être aussi patient parce que les humains, mais c'est sûr que ça réagit tout différemment. Fait qu'il faut vraiment se donner du temps. Faire aussi des tests. Donc, que ce soit un stage, que ce soit un partenariat, que ce soit d'apprendre à connaître la personne, de faire des tests, ça peut nous aider aussi à valider ou pas là, certains éléments. Communication, donc ça se doit toujours d'être clair de façon constante. Souvent, dans les transactions, des fois, on n'a plus de nouvelles. C'est jamais bon signe. Souvent, il faut quand même garder un lien toujours constant. Dépendance de l'entreprise envers le cédant. Donc, on a beaucoup ça dans les plus petites entreprises. Par exemple, un cédant qui est spécialisé dans un secteur très précis, que ce soit aéronautique, que ce soit dans un autre euh, lieu d'activité, puis il faut vraiment avoir une expertise qu'il n'y a pas vraiment d'employé qui peut remplacer. Ça, c'est un facteur très problématique qui doit être traité par le cédant, identifié par le repreneur aussi. Donc, comment on peut mettre en place des employés clés, des gens à l'interne qui peuvent peut-être être formés, peut-être après la transaction, mais peut-être aussi idéalement avant la transaction, comment ça peut faire pour que l'entreprise là, diminue son lien de dépendance. On a aussi les risques juridiques, donc que ce soit la confidentialité, que ce soit tout ce qui est dans l'analyse diligente, tout ce qu'on parle là, en termes de risques, là, que ce soit fiscal, que ce soit, quand on dit légal, juridique, c'est vraiment, ça peut être la réputation d'entreprise, ça peut être l'historique, y a-t-il eu des problèmes là, juridiques envers un client fournisseur, etc. Puis il y a aussi donc tous les impacts juridiques, que ce soit le livre des minutes, etc. La fiscalité, donc assez importante, si on va en reparler. Donc, fiscaliste, ça, c'est quand même assez important dans une transaction. Souvent, de faire des analyses pour les cédants sur 2 ans avant la transaction. On va le voir pourquoi. Le financement, donc, c'est un risque quand même important parce que ça ne veut pas dire que la transaction n'est pas belle, mais ça se peut qu'elle ne se finance pas bien. Ça se peut qu'elle se finance bien aussi, mais il y a quand même plusieurs secteurs qui ont de la difficulté à se financer, que ce soit la restauration, que ce soit construction, secteur de construction, même si ça peut être très lucratif, ça peut être difficile à financer parce qu'il y a un historique bancaire qui n'est pas, c'est pas les entreprises les plus aimées par les institutions financières. Donc, tout ça va changer la mise de fonds. Et on parle de balance de prix de vente, si on va le voir, c'est vraiment comme le cédant qui finance l'acheteur. Les facteurs humains, donc si on va rapidement sur ces facteurs-là, ça, c'est ce qu'on peut aussi regarder souvent plus dans les transactions qui se passent à l'interne. Quand c'est un employé qui rachète une entreprise ou un membre de la famille, souvent, on va faire des tests de personnalité. On peut le faire. Donc, nous, on peut utiliser plusieurs types de tests. Ça peut être à l'externe aussi qui soit fait. Moi, dans mon cas, je connais le test qui est MBTI, les 16 personnalités. C'est un test qui est quand même amusant à faire aussi, mais qui est quand même aussi pertinent sur la base scientifique aussi. On a aussi des tests souvent, ça c'est les tests de base que vous connaissez probablement déjà, les 4 couleurs. Donc, on essaie vraiment d'identifier plus rapidement. Ça, souvent, on peut l'utiliser quand que vous avez des connaissances plus de base dans les tests de personnalité et qu'on veut vraiment aller au général. Mais sinon, on peut faire des tests plus poussés. Puis, idéalement, c'est sûr qu'on peut voir, dans le fond, le cédant versus le repreneur.
s'il y a des employés clés aussi. Donc, dans certains cas, on peut le faire. On peut constater de voir c'est quoi les enjeux entre les personnalités. Parce qu'il y a vraiment des enjeux en termes de communication, puis il y a des enjeux aussi en termes de préférence aussi de fonctionnement. Donc, vous, probablement que vous êtes plus vers le bleu, vers le vert. Certains d'entre vous vont aller vers le rouge si vous allez un côté un plus entrepreneur. Mais souvent, l'ingénieur, c'est souvent les gens qui sont précis, conformes, des gens d'équipe aussi. Donc, souvent, c'est ça. Donc, vous allez avoir des profils quand même similaires, probablement, si on fait une étude statistique. Plan et prévision financière, quelque chose de très important à faire quand on fait un achat d'entreprise. On regarde le futur de l'entreprise. On essaie de prédire la prédictibilité des revenus futurs. C'est les mêmes types de méthodes qu'on utilise quand on va acheter des actions en bourse, qu'on essaie de regarder à faire des prévisions financières. Réaliste, conservateur. Plan d'affaires, plan stratégique. Analyse des états financiers qui sont historiques parce que c'est la seule base qu'on a. On ne peut pas nécessairement prédire le futur, donc on faut nécessairement se baser sur le passé. Comme vous le savez, plus que le passé est de court terme, plus qu'il est fiable, puis plus ça fait longtemps, bien moins que c'est fiable. Donc, il faut pondérer aussi en fonction donc, de l'historique. Coût de revient, souvent, ça, c'est quelque chose qui est sous-évalué aussi. Donc, est-ce que vous avez une maîtrise aussi de comprendre bien les coûts, les intrants, que ce soit le processus de fabrication, les marges, etc., ce qui impacte aussi l'ensemble de ces éléments-là. Ça, c'est quand même important quand on fait une transaction dans le secteur manufacturier parce que ces marges-là peuvent être assez volatiles en fonction des risques systématiques et aussi spécifiques à l'entreprise. Le financement. Donc, si on regarde grosso modo, nous, nos bases historiques qu'on voit présentement, la moyenne, comme je vous dis, c'est différent d'une entreprise à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre aussi. Donc, mais souvent, généralement, si vous voulez racheter une entreprise, généralement, essayez d'avoir une mise de fonds d'environ 30. Dans le contexte, dans l'immobilier, vous savez, c'est souvent dans les autour de 20 là, dans l'immobilier, que ce soit locatif ou commercial. C'est souvent dans ces eaux-là aussi. Pour ce qui est du transfert d'entreprise, comme c'est plus risqué qu'on l'a vu dans la courbe de rendement, ben, souvent, on va demander plus de mise de fonds quand le risque est plus important. Puis, le financement va peut-être être plus modéré compte tenu du risque que la banque prend. Donc, souvent, 30 de mise de fonds. Donc, exemple, sur 1 million, c'est 300 000, 500 000 de financement, par exemple. Et puis, que ça, c'est la banque qui va financer avec ses termes. Souvent, ça va être sur 7 ans. Mais s'il y a un immobilier, c'est sûr que ça peut aller sur 15 ans, 20 ans aussi, on le voit quand même. Mais c'est uniquement sur la portion immobilière de la transaction, non pas sur l'ensemble de la transaction. Mais généralement, c'est 7 quand on prend la globalité de la transaction. Ça dépend aussi du secteur d'activité. Balance de prix de vente, ça, c'est l'élément que je voulais revenir avec vous. C'est quoi une balance de prix de vente? Ben, c'est nécessairement, en fait, un financement que le vendeur va faire à l'acheteur parce qu'il n'arrive pas finalement à fournir la transaction en totalité. Donc, ça, c'est très fréquent. En fait, 90 des transactions, ils ont des balances de prix de vente. Il y en a, ils commencent à en avoir aussi dans l'immobilier, surtout dans le commercial, etc. Donc, c'est le même concept. C'est le cédant qui va vraiment il va avoir un document notarié. Donc, le repreneur va payer une partie, que ce soit à chaque année, à chaque fin d'année, à chaque mois. Ça va dépendre des termes qui vont être négociés, mais le montant là, avec des intérêts. Donc, c'est une forme, ça va vraiment aider la transaction. C'est vraiment quelque chose d'essentiel dans la majorité des cas. Souvent, ça tourne autour de 20. Ça peut être plus bas, ça dépend vraiment du secteur d'activité. Le manufacturier, souvent, mise de fonds un petit peu plus basse, puis balance de prix de vente un petit peu plus basse. Mais dans plusieurs secteurs, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est une moyenne qu'on a faite. Ça dépend aussi du type d'acquisition. Donc, quand on disait il y avait l'externe, il y avait les employés aussi à l'interne. Donc, s'il y a des employés à l'interne qui veulent reprendre, bien, on peut faire aussi des transactions progressives. Donc, ça veut dire de ne pas racheter l'entièreté de l'entreprise, de racheter, exemple, un 20 initial, puis après ça, éventuellement, racheter en fonction de ce qu'on cumule comme bénéfice dividende, dans le fond, qui est cumulé, qui peut être aussi utilisé comme mise de fonds. Donc, il y a aussi des balances de prix de vente qui peuvent être utilisées là-dedans.
souvent, il y a une relation quand même de confiance qui peut être établie plus facilement, comme c'est un employé qui date souvent de plusieurs années. En externe, il peut quand même avoir des méthodes aussi. Il peut avoir des types de transactions différentes, que ce soit juste les actifs de l'entreprise, immobilier, que ce soit dans le fond, juste les équipements, etc., ou l'entièreté de l'entreprise qu'on voit régulièrement. Donc, il y a vraiment des façons aussi de faire avec des choses progressives, mais c'est sûr que la majorité des transactions tournent autour de ces éléments-là. Concernant la valorisation, donc, c'est important d'avoir un prix qui est réaliste. C'est quand même un des impacts les plus importants pour une transaction. Donc, souvent, de faire affaire avec un comptable, que ce soit un expert en évaluation d'entreprise, immobilier, etc., peut aider aussi à faire une valorisation. Ça va être souvent le vendeur qui va faire ce rapport-là, mais dans certains cas, ça va être aussi l'acheteur. Ça dépend toujours de la forme de la transaction puis le moment que ça vient aussi. Donc, évaluer le bâtiment, très important. C'est aussi important pour le financement, c'est souvent exigé dans la majorité des cas aussi. Évaluation d'inventaire, équipement, donc ça peut être bon aussi pour les garanties de la banque. Si on regarde la théorie aussi sous-jacente au concept fiscal, donc c'est un peu le même principe que la relation risque-rendement, mais là, on est un petit peu à l'inverse parce que c'est le gouvernement qui gagne. Dans ce concept-ci, on peut voir que c'est généralement, bon, linéaire parce que ça a été statué de façon officielle par le gouvernement. Donc, on peut voir ici, dans le fond, le risque encore, puis ici, c'est dans le fond, c'est le taux d'imposition. Donc, le risque va se définir par la certitude du revenu en fiscalité. Donc, est-ce qu'on est presque sûr d'avoir notre revenu ou sinon, est-ce que le revenu est à risque puis ça se peut qu'on ne l'aille pas? Donc, ça, c'est la certitude qui est le risque au niveau fiscal. Donc, si on regarde ce qui coûte le plus cher en termes d'imposition, bien, on parle d'abord du revenu d'intérêt. Le revenu d'intérêt, c'est un revenu, par exemple, que vous avez sur les bons du trésor, les obligations, la portion vraiment intérêt que vous avez. C'est la portion qui est la plus imposée dans les types de revenus. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a une certitude, premièrement, d'avoir ce revenu-là, qui est déjà établi. Puis aussi, ça ne prend pas d'effort. Un singe pourrait être propriétaire d'un bon du trésor puis recevoir des intérêts. Donc, il n'y a aucun facteur d'effort dans ce risque-là. Donc, le gouvernement n'encourage pas nécessairement ce type-là de revenus, donc va l'imposer de façon substantielle. Par la suite, on a le revenu de bien. Donc, si vous êtes dans l'immobilier, vous le savez, votre salaire et le revenu de bien, le revenu de loyer, ça se ressemble. C'est sûr, si vous êtes incorporé, c'est un petit peu différent, mais ça va quand même, ça dépend toujours de votre salaire en fonction des marges, de l'impôt marginal. Si on regarde à ce niveau-là, on le sait, c'est quand même assez imposé, les salaires, les revenus de loyer aussi. Donc, souvent, il y a quand même une certitude qu'on maintient un emploi. Il y a la CNSST au Québec, il y a d'autres formes, il y a des syndicats, etc. Donc, il y a quand même une certitude qu'on conserve notre emploi et qu'on continue d'avancer dans l'entreprise. Le dividende qui est vraiment versé aux actionnaires, que ce soit des entreprises à la bourse, qui est beaucoup moins risqué quand c'est des grandes entreprises, ou que ce soit une PME, mais généralement, c'est moins imposé que le salaire, mais c'est plus risqué parce que ça se peut que l'entreprise ne fasse pas de profit pendant une année, donc la certitude est moins grande que d'avoir un salaire, par exemple. Le gain en capital, qui est vraiment l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, donc, si vous achetez de l'immobilier, c'est la même chose. Il y a le gain capital, vous revendez, que ce soit pour les entreprises aussi, que ce soit les actions, etc. Le gain capital, c'est quand même beaucoup moins imposé. Pourquoi c'est moins imposé? Parce que souvent, c'est lié à des activités qui sont plus risquées, qui sont plus intéressantes pour l'économie. Donc, il y a un impact quand même qui est plus fort. Donc, le gouvernement l'encourage, puis c'est une façon de dire, regarde, je vais faire un rabais d'impôt, mais je vous encourage à prendre du risque finalement. Et un des plus intéressants en termes d'imposition, c'est vraiment pour les PME. Donc, que ce soit la vente d'entreprise, on parle on appelle ça un gain capital, mais c'est vraiment attribuable à la vente d'actions d'une PME. Donc, il y a quand même des règles qu'on va voir un petit peu rapidement, mais c'est quand même très intéressant parce qu'au niveau fiscal, on peut avoir une économie d'impôt presque complète là, pour la vente d'entreprise de moins d'1 million.
Donc, pour la première portion du 1 million qu'on va vendre. Donc, rapidement, sans aller trop dans les détails parce que le temps avance quand même assez rapidement. Donc, si on vend par actif, il y a pour les cédants une fonction qui est différente. Il faut regarder les amortissements des bâtiments, etc. Il y a des gains en capital qui se font, mais c'est vraiment sous forme d'actifs. Les incidences fiscales sont un peu différentes. Généralement, c'est vraiment la vente d'actions, c'est-à-dire une transaction, vous achetez les actions d'entreprise, ça continue dans le temps. Donc, on parle d'un système qui a été mis en place, qui est l'exemption de gains en capital, qui est un encouragement que le gouvernement a mis en place finalement, que 1 million de dollars, les premiers 1 million de dollars que vous faites en gain capital sur la vente des actions d'une entreprise qui est admissible, il n'y a pas d'impôt. Il y a un petit peu d'impôt qui est comme reportable, mais grossièrement, on peut voir qu'il n'y a pas d'impôt dans ces types de transactions-là. Par la suite, c'est vraiment le gain en capital normal qui s'applique, donc c'est quand même un taux aussi intéressant. Donc, c'est ça qui va vraiment stimuler aussi les gens à dire, je veux construire une entreprise, je vais en vendre, parce que aussi au niveau fiscal, il y a des avantages quand même intéressants. Il y a aussi au niveau de la famille, ça peut se faire aussi d'autres critères différents. Puis il y a aussi des méthodes pour s'assurer qu'au niveau transactionnel, on est soit admissible, soit aussi on optimise, que ce soit avant ou après la transaction, soit est-ce qu'on verse un salaire, est-ce qu'on verse un dividende, etc. pour le cédant. Donc, des méthodes qui peuvent faire une différence quand même. C'est sûr qu'une entreprise est moins imposée généralement qu'un individu. Dans les entreprises dans le contexte immobilier, eux, sont plus imposées, vous le savez probablement. Les entreprises qui sont qualifiées comme entreprises, là, les PME là, qui sont dans les secteurs admissibles, ben, eux, ils ont un taux d'imposition qui peut être quand même assez bas. Ça, c'est tous les types d'experts qui peuvent tourner autour d'une transaction. Si vous êtes cédant ou repreneur, ils peuvent avoir tous ces experts-là. C'est sûr, ça dépend toujours de la taille de l'entreprise. Généralement, le comptable, notaire, c'est l'essentiel. Après ça, c'est toutes des choses selon le risque qu'on perçoit puis qu'on veut au niveau de la transaction. On diminuer le risque spécifique, mais aussi surtout le risque transactionnel. Au niveau des repreneurs, ben, c'est sûr que le but, c'est quand même d'agir aussi, puis les cédants, c'est d'agir sans tarder parce que l'évolution, dans le fond, que ce soit interne ou externe, est en constante évolution et des changements dans le secteur aussi. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que les cédants, les vendeurs, vont attendre des fois trop longtemps avant de mettre l'entreprise à vendre ou avant de penser faire un plan. Donc, ils peuvent être fatigués, ils peuvent avoir des problèmes avec les employés, une perte de valeur, un manque d'investissement. Ils disent, je vends, donc je n'investis plus, je ne répare plus rien. Ça, on le voit fréquemment. Puis ça va avoir un impact sur la baisse tant de la productivité que de la valeur de l'entreprise. Puis aussi une sous-estimation, souvent des vendeurs qui sont plus âgés, sur l'importance du numérique, de l'automatisation, toutes les choses que vous leur vendez finalement là, dans vos compétences. Si on regarde au niveau des cédants et repreneurs rapidement, les plus grandes inquiétudes que nous, on a constatées, qui sont quand même fondées, c'est la valeur de l'entreprise, la confidentialité du processus, que ce soit le vendeur ou l'acheteur, l'échéancier, donc c'est quand même souvent long, donc on a des fois, on a aussi d'autres, on a un emploi qu'on doit quitter, etc. Donc, l'échéancier, c'est important. Complexité aussi du processus. Donc, ça peut affecter les deux parties. De trouver une relève, de trouver un acheteur directement de l'entreprise, c'est une inquiétude qui est assez importante. Le coût aussi, parce que les experts, c'est pas gratuit. Il y a des coûts assez importants là, pour les transactions. Sinon, ben, les besoins, en fonction de nos besoins, d'être capable de respecter l'âge qu'on veut prendre notre retraite, que ce soit la façon qu'on va faire le transfert, l'avance de prix de vente, etc. Puis il y a beaucoup la portion aussi sentimentale, perte de contrôle, valorisation. On peut aussi voir, en fait, ici, d'autres facteurs qui vont vraiment stimuler un repreneur, que ce soit sa motivation, son type de personnalité, les compétences qu'il a. Ça, ensemble, ça va permettre de bâtir un profil de repreneur qui va être efficace, puis qui va être capable de trouver une entreprise qui va avoir une adéquation en fonction de ses compétences. Il y a aussi au niveau du projet, du plan de ciblage, c'est vraiment de cibler quelque chose en relation avec ses propres intérêts. Donc, les principaux défis des repreneurs, donc, c'est sûr que d'être en mesure de s'adapter à une vision parce que l'entreprise a déjà une culture, déjà une vision, comment on s'adapte.
prendre place en tant que leader, parce que c'est quand même important là, quand on fait une transaction d'être respecté par l'ensemble des employés. Comprendre, maîtriser les fonctionnements qui sont en place, trouver l'investissement financier initial, donc le financement, ça, c'est tous les principaux là, inquiétudes puis défis que les repreneurs on a constatés. Donc, j'ai été un petit peu plus rapidement parce que le temps filait, mais ce serait la période de questions pour le moment. Merci beaucoup, Mathieu, pour la présentation très intéressante. Donc, effectivement, on a eu de nombreuses questions, durant la présentation. Donc, je vais tout de suite commencer, par la première. Un de nos membres nous demande si Reprenariat Québec accompagne dans tout ce qui est question, au niveau de la gestion et de la mitigation des risques. En fait, on va vraiment guider la personne. C'est sûr qu'on parle vraiment souvent de la vérification diligente. La vérification diligente, c'est vraiment un processus avec vraiment établi avec souvent, ça peut être un comptable, mais c'est surtout souvent des avocats ou notaires qui vont le faire, qui vont faire des analyses historiques. Fait que tout ce qui est litige, que ce soit aussi l'historique, vérification diligente qu'on appelle communément due diligence. Donc, ça va être réalisé par un expert. Nous, on va être là quand même pour vous dire un petit peu les principaux éléments, mais on n'a pas le droit de faire cette portion-là qui est réservée par un acte, dans le fond, que ce soit un avocat, un notaire, tout ça. Parfait. Bah, merci beaucoup pour cette réponse. On a eu une autre question aussi qui concerne, vos services. Donc, si on veut utiliser vos services, comment est-ce que vous êtes rémunéré? Oui, nous, dans le fond, comme on est du gouvernement, on a un salaire fixe. C'est sûr qu'on a des objectifs, on a des bonus, etc. Mais la rémunération qu'on a, c'est en provenance principalement du gouvernement, puis aussi des frais d'adhésion de nos services. Nos frais d'adhésion, en fait, c'est un frais qui est mensuel. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc, moi, les experts, en fait, on fait tous des dossiers de 2 millions et plus de chiffre d'affaires. Donc, on parle de 300 par mois. Mais sinon, pour les petites entreprises, il y a des forfaits qui sont plus de groupe, des choses comme ça qui sont moins dispendieux, qui sont là, dans le fond, pour aider là, à sensibiliser les gens aussi. Parfait. Merci d'avoir répondu à cette question. Fait qu'ensuite, vous avez abordé, l'index et on a eu plusieurs questions, notamment de la part de Gérard à ce propos. Donc, il demande par rapport à l'index si, Reprenariat, Québec procède à une évaluation préliminaire de la viabilité des entreprises avant de les inscrire à l'index. Oui, c'est une très bonne question. En fait, oui, parce que c'est nos clients. Tous ceux qui sont sur l'index, c'est généralement des gens qu'on accompagne. C'est sûr qu'il y en a qui vont être aussi des gens qui sont pas nécessairement accompagnés, mais il y a des validations qui sont faites, il y a des choses qui sont regardées. Généralement, quand ils sont accompagnés par un expert, ben, on s'assure de regarder le calcul au niveau du BAYA, savoir que ça a été bien fait. On essaie de donner le plus d'éléments possible financièrement dans l'entreprise, que ce soit fiable. Puis on essaie aussi de modérer l'optimisme du cédant dans la fiche aussi. Donc, on les aide à rédiger aussi. Parfait. Puis Gérard également nous demandait sur l'index, si Reprenariat Québec inclut, dans cet index les potentiels bailleurs de fonds qui attendent des entrepreneurs intéressés à prendre en charge, les entreprises qui sont listées dans cet index. Pas dans notre index, mais via notre site Internet, via nos partenaires, il y a vraiment beaucoup de bailleurs de fonds qui sont proches de nous, en fait. Tous les experts en transfert, que ce soit avec les réunions de groupe, que ce soit avec l'individuel, tout ça, on a vraiment tous des contacts dans toutes les banques, tous les bailleurs de fonds aussi, provinciaux, fédéraux, pour vous aider. Parfait. Fait qu'on a encore une question sur l'index. Ça a vraiment, suscité beaucoup, d'interrogations de la part de nos membres. Donc, là, on nous demande s'il existe d'autres plateformes concurrentes et quel pourcentage de ces transferts sont gérés par Reprenariat Québec. Ça, c'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse à ça. Il faudrait qu'il y ait une étude qui soit portée à ce sujet-là. Mais il faut dire qu'on a quand même, je dirais qu'on est quand même une des plateformes les plus importantes. Si on cumule le nombre d'affichages, on est à 300, on serait peut-être la deuxième là, plus importante en termes de nombre. Mais en termes de qualité d'opportunité, on a des opportunités avec des plus gros volumes de chiffre d'affaires. On a quand même quelque chose d'intéressant, contrairement à l'autre qui est privé, qui est vraiment, dans le fond, là, plus des petits dépanneurs, des choses comme ça. Parfait. On a Pierre aussi qui nous demande s'il est possible de vendre une entreprise de services, donc, qui donnait un exemple, par exemple, des services en ingénierie électronique.
Oui, c'est sûr, effectivement, c'est possible de le faire. C'est sûr qu'il y a une complexité un petit peu plus grande parce que le secteur des services, souvent, il n'y a pas d'actifs. Et donc, il y a un ordinateur, il y a des choses qui ont été faites. Souvent, il n'y a pas d'immeubles. Souvent, il n'y a pas d'équipements qui ont une valeur, etc., importante. Donc, c'est plus difficile à financer. C'est un secteur souvent qu'on considère comme aussi dans ceux qui sont plus difficiles à financer dans une transaction. Donc, puis les rendements, ben, on peut le voir, c'est-à-dire que les BAYA, les multiples de BAYA sont plus bas un petit peu dans ce secteur-là, 3 fois souvent dans ce secteur-là. Parfait, merci. Ensuite, on a une question très intéressante qui concerne la reprise d'une compagnie familiale. Comment bien se préparer à ça et est-ce qu'il existe des experts, pardon, qui se spécialisent plus dans ce domaine précis? Donc, Ouais, ben Mathieu nous demande. ouais, ça fait plaisir. En fait, dans notre équipe, on a vraiment des gens qui ont des spécialisations encore plus fortes. Il y a des gens qui, dans notre équipe, souvent plus vers Québec, là, on a vraiment une spécialisation qui est là-dedans, dans mes collègues qui sont dans cette région-là, dans le familial. Donc, tout ce qui est aspect humain, RH, psychologie, sont vraiment plus axés sur cette méthode-là dans leurs accompagnements, gouvernance d'entreprise, etc. Donc, oui, il y a des forces dans notre équipe. C'est sûr qu'on fonctionne quand même par notre réseau, par aussi les régions. Fait que, tu sais, si j'ai un dossier qui est familial qui demande plus en termes RH et humains, ben, on a aussi nos collègues qui sont là pour nous aider, peuvent être présents avec nous, qui sont experts à l'interne dans le fond. On forme une équipe, là. Parfait. Fait que très intéressant de savoir que vous pouvez également aider pour ça. Ensuite, on a Frédéric qui demande si une coop qui ferait l'acquisition d'une autre compagnie, est-ce qu'on prend une approche similaire à la reprise collective? A-t-on des leviers ou des freins additionnels versus une acquisition par un même modèle d'entreprise? Merci pour la question. En fait, euh, lorsque un repreneur collectif procède à l'acquisition d'une société par action, ben, le processus est relativement similaire à celui qu'a décrit Mathieu. Cependant, il existe un écosystème propre au reprenariat collectif, donc des financiers qui connaissent particulièrement le modèle, qui les accompagnent avec des outils financiers qui sont propres à ce secteur-là. Et l'accompagnement peut se faire par différents organismes aussi sur le terrain qui connaissent bien les coopératives et le modèle collectif. Mais les étapes, elles sont les mêmes et il faut s'assurer, comme le précisait Mathieu dans sa présentation, d'avoir une adéquation ou des échanges euh, appropriés, cordiaux, ouverts, transparents entre repreneurs et cédants. Puis le plan de ciblage pour un repreneur collectif est le même que pour un repreneur individuel. Donc, d'identifier les bonnes cibles et d'avoir une approche humaine et économique et technique par rapport à sa cible, ben c'est exactement la même chose. Merci beaucoup, Luc, pour la réponse. Malheureusement, nous allons manquer de temps pour répondre à toutes les questions. Fait que j'invite les personnes qui n'auront malheureusement pas eu réponse à leurs questions. En fait, vous avez reçu un courriel avec un sondage de satisfaction. Fait que vous avez la possibilité de laisser vos coordonnées si vous souhaitez être contacté par un membre de l'équipe de Reprenariat Québec. Et puis, eux pourront également vous aider avec vos questions qui, malheureusement, n'ont pas pu être posées durant ce webinaire. Merci beaucoup Mathieu, merci beaucoup Luc d'avoir été avec nous ce midi. Merci également à vous tous qui nous avez suivis, que ce soit à la maison ou au travail. Comme je le disais, vous avez reçu le courriel de sondage à laquelle on vous invite à répondre. Le lien est également indiqué dans le clavartage. C'est très important pour nous que vous puissiez prendre le temps de nous partager votre avis. Grâce à vous, en fait, grâce à votre participation, on va pouvoir proposer de prochains rendez-vous aussi intéressants que celui qu'on a eu aujourd'hui. Je répète, si vous souhaitez également être contacté par l'équipe de Reprenariat Québec, donc concernant leur offre de service, ou si vous avez d'autres questions, vous pouvez en faire part dans le sondage.
Donc, merci encore à toutes et toutes pour votre présence et puis au plaisir de vous retrouver pour un prochain webinaire. Bonne journée à Merci tous, beaucoup. merci. Bonne Merci. journée.